c'est beaucoup plus qu'une méthode de jardinage. C'est vraiment une méthode de design, des principes d'éthique et souvent, du coup, un chemin de vie. Ça va bien au-delà de juste une méthode de jardinage. Merci, bon film. Bonjour à tous. Je voulais savoir, concernant la rentabilité financière de la permaculture, je voulais connaître un petit peu l'avis des 3 personnes qui interviennent aujourd'hui. Première question. Et la deuxième, c'est, pensez-vous que la permaculture soit vouée à nourrir le monde ? Quand on voit qu'aujourd'hui en France, on a 2% d'agriculteurs, qui est en train de décroître chaque année. Quand on parle que la permaculture, c'est principalement l'autosuffisance. Donc je veux savoir, je veux connaître votre avis. Merci. Alors, moi, en ce qui me concerne, je trouve qu'on peut, par exemple, dès qu'on change son alimentation, on a déjà un impact sur l'agriculture. Si on consomme moins de viande, en fait, aujourd'hui, le bilan carbone moyen d'un Français par an, c'est 10 tonnes de CO2 environ, entre 10 et 12 tonnes. Il faudrait être à 2 tonnes pour rester en dessous des 2 degrés. Et donc l'alimentation, dans cette part de bilan carbone des Français, est très importante, c'est 3 tonnes par personne. Donc pour moi, déjà, si on fait chacun à notre échelle, si on change un peu notre alimentation, on aura un impact. Du coup, ça changera notre agriculture. Et du coup, ça changera aussi l'aspect de nos champs. On cultivera moins pour nourrir nos animaux, mais on pourra replanter des arbres, on pourra changer l'alimentation. Donc ça, c'est un des leviers, je trouve, cette alimentation, où on peut agir. Après, au niveau de rentabilité, c'est un terme pour moi de l'économie, un peu de croissance. Je sais pas, je trouve qu'en ayant des modes de vie plus sobres, on fait de base des économies en changeant nos modes de vie. Et c'est vraiment tout un changement, je trouve, à opérer. Et du coup, on retrouve un équilibre entre quand on produit son alimentation ou une partie, quand on fait des échanges, quand on réapprend des savoir-faire, on a un impact sur tout ça. Donc ça se fait pas du jour au lendemain, mais je trouve que c'est voilà. Et aussi au niveau, si on reste dans cet aspect rentabilité, il y a l'aspect finance. Du coup, notre épargne aussi, notre argent, bon, c'est peut-être un autre débat, mais je trouve qu'on peut aussi avoir énormément d'impact avec les banques qu'on choisit, ce qu'on fait aussi de son argent. Du coup, c'est un autre aspect du sujet. Bon, je sais pas si vous voulez ajouter. De mon côté, je suis très content que tu aies posé cette question parce qu'on rentre comme ça dans le vif du sujet. Non? Déjà, la question, pour moi, soulève plusieurs choses. Il y a l'aspect de qu'est-ce que ça veut dire nourrir l'humanité, déjà. Il y a tout cet aspect d'énorme variété, diversité de façons de se nourrir. Il y a le côté aussi de que, par contraposition, il y a l'idée de que l'agriculture conventionnelle peut nourrir le monde. Et ce n'est pas le cas. L'agriculture conventionnelle n'est pas en train de nourrir le monde, déjà parce qu'il y a cet énorme problème de la rentabilité énergétique qu'on est en train d'expliquer le film un peu, cette histoire des calories investies par calories rapportées, et qui nourrit le monde à jour d'aujourd'hui, donc encore continue à être des petits paysans. La plupart des 7 milliards qu'on est, en fait encore on dépend d'une agriculture paysanne, que c'est des agricultures comme vous avez vu dans les films, de toutes petites exploitations avec des terres, très peu de moyens, pas mal de main-d'œuvre humaine, traction animale, diversité des produits, adaptés à un climat, à une situation pédoclimatique, on dit, de coupe de sol, etc. Donc, en fait, je pense qu'il faut, pour analyser bien cette question, il y a tous ces changements d'habitudes alimentaires et des changements de consommation. L'alimentation, c'est simplement la consommation plus régulière qu'on fait. Et dans un mode de vie d'une société définie par la consommation, et par la consommation, je dirais, excentrique, aberrante. Donc, l'alimentation a pris aussi ces caractéristiques. Donc, il faut changer ça, et ça, c'est un bouleversement culturel dans un pays comme la France, que se définit gastronomiquement comme culture, non, gastronomie. Donc, c'est un changement qui vient des temps coloniaux, d'arrêter de faire une sous-consommation des produits des colonies, des choses comme ça, que se produisent super loin. Donc, vous voyez, le défi est grand. Par rapport à entrer plus dans les sujets, si tu veux, au niveau des transitions, non, on parlait de transition.
dans notre ferme, actuellement, je vais te mettre les chiffres, au niveau des chiffres d'affaires, on est sur 9 000 et quelques euros à l'année des chiffres d'affaires, sur 9 mois de travail réel, parce qu'il y a 3 mois à l'année qu'on part. On se prend des moments de relax pour être en famille, pour faire d'autres choses, pour s'investir dans d'autres projets. Donc, vraiment, on travaille 9 mois l'année. Donc, ça ferait 1 000 euros par mois, mais il faut rajouter les charges. La particularité de notre système, c'est que les charges sont hyper faibles. On est dans un système qui n'est pas mécanisé du tout. Il n'y a aucun outil thermique dans la ferme au-delà de la voiture. Et on fait une bonne partie de nos plans. Donc on garde la graine, etc., etc. Donc, du coup, nos frais, plus la labellisation bio, etc., payé à la MSA compagnie, ça vient à être autour de 600 euros par an. Mais la clé de tous ces systèmes, c'est que notre frais familial de fonctionnement, c'est autour de 700 euros par mois. Et pour 6 personnes. Donc là, vous avez un peu les rapports que je vous disais des changements de mode de vie. On n'a pas d'électricité, on n'est pas branché à l'électricité. On fait une consommation très faible de beaucoup de choses que pour notre époque et notre pays, c'est complètement normal. Mais nous, on a décidé de ne pas le faire. Donc du coup, tu vois le rapport de la rentabilité, c'est multivariable pour pouvoir définir cette question-là. Mais je pense que les 2 points clés à toucher, c'est vivre comme on vit à jour d'aujourd'hui et consommer comme on consomme. La réponse serait non. La permaculture ne peut pas souvenir à les besoins aberrants que pendant 200 ans a créé un modèle comme le capitalisme dans le monde occidental. Est-ce que c'est rentable économiquement même à jour d'aujourd'hui dans une étape de transition sur les barèmes économiques de l'Occident? Oui, peut-être. Aussi parce qu'on vend à des prix qui font que les rapports, on continue à avoir des consommateurs qui ont des salaires qui les permettent d'acheter de cette façon-là, tu comprends? Donc voilà, c'est une analyse complexe, mais la clé de toute l'histoire serait changer des modes de vie. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je vais rajouter un petit point. Effectivement, du coup, c'est une question qui revient très souvent. Et en fait, quand on prend le modèle économique avec l'état actuel, effectivement, la permaculture ne pourra jamais concurrencer une agriculture thermique et chimique ultra subventionnée, dans laquelle on ne prend pas l'impact, ne sont pas inclus quand on trouve dans un supermarché les produits entre guillemets même bio, qui sont quasi industriels sous emballage, le coût de l'impact environnemental, le coût du transport du bio qui aura fait 3 fois le tour du monde, les intrants qui auront eu besoin d'avoir transité aussi à travers le monde. Si on prend le coût, l'impact environnemental, le coût CO2 de ces choses-là, le calcul serait complètement différent en termes de rentabilité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de taxe au kilomètre parcouru pour un aliment, ou la manière dont il a été produit, ou le fait que du coup les pratiques agricoles qui ont amené à le produire ont lessivé les sols, ont pollué les nappes phréatiques. Tout ça n'est pas aujourd'hui pris en compte dans un coût global, ou même savoir si l'aliment va rendre plus ou moins malade, parce qu'il y aura des pesticides, rendre malade les gens, pour lesquels il faudra derrière les soigner, etc. Si on prend l'ensemble du coût, donc on arrête d'avoir une vision complètement biaisée et de regarder la petite lorgnette, à ce moment-là, oui, je pense que la méthode de production permacole ou autre agroforestière, il y a d'autres noms, hein, cette permaculture, c'est un nom sur des pratiques respectueuses globalement de l'environnement et des gens, parce que c'est aussi des gens qui produisent, justement. Et ça, je pense que la rentabilité, elle est obligatoirement en qualité de vie et globalement. Aujourd'hui, si on prend vraiment le coût environnemental des choses, le modèle agricole aujourd'hui est largement déficient.
Donc, à niveau de formation, s'il y a des gens dans la salle qui connaissent le monde de la permaculture, un des volets importants de la permaculture, c'est la formation. En fait, il y a Bill Mollison, le monsieur que vous avez vu dans les films, il a créé avec David Holmgren, qui ont été un peu les deux créateurs du concept, comme toute une série de matières, des choses à voir dans le but de que tout le monde qui se forme en permaculture arrive à avoir les mêmes connaissances. Et ça a été standardisé dans un format qui s'appelle UPDC, un cours certifié de permaculture, CCP, non, en français. Donc voilà, ça c'est un peu la base. Et ça, il y a plein d'organismes qui offrent ça à des prix variables en France à jour d'aujourd'hui. Personnellement, moi, je n'ai pas fait ça. J'ai participé en tant que prof, mais pas en tant qu'élève. Moi, mon parcours personnel a été simplement avoir de la curiosité, de chercher, d'expérimenter. Et ça fait déjà une vingtaine d'années que je suis dedans. Et en fait, c'est pas nécessaire de passer pour cette formation réglée. C'est ça que je voulais arriver. Si on a l'envie, à jour d'aujourd'hui, en plus avec la facilité qu'il y a d'accès à l'information, vraiment c'est facile. Après, pour mettre les trucs, il faut le savoir doit être organique, élémental et organique, doit être possible d'appliquer et pas rester seulement dans l'espace théorique. Mais c'est pour ça qu'un projet comme Bilan Transition permet aussi, même en habitant dans un milieu tellement austère comme une ville, vous pouvez arriver à trouver des espaces où vous pouvez appliquer déjà cette volet de la permaculture, que c'est l'aspect agricole, que c'est le plus renommé et accessible, mais qu'il y a plein d'autres aspects, déjà simplement en organisation sociale, création d'économies alternatives, histoire, éducation. La clé de tous les changements sera l'éducation, donc travail, tous les aspects liés à l'éducation pour les adultes, pour les enfants, pour tous les âges. Donc voilà, les trucs que je peux apporter. Oui, donc il est important d'observer d'abord l'écosystème au début, parce qu'il y a beaucoup de plantes en fait, qui vont vous aider à régénérer les écosystèmes. Et ça dépend aussi de la quantité de travail et d'énergie et de matière que vous pouvez intégrer dans un système. Ça, c'est crucial. Ce film m'a pas mal parlé parce que moi, j'étais à Auroville pendant un an, je participais à des programmes de reforestation là-bas. Donc je peux attester de ce qui se passe vraiment quand on a un sol détruit et qu'il n'y a plus rien et que la forêt, on fait repartir la forêt. Mais encore une fois, ça doit s'accompagner de connaissances techniques importantes, sinon on retarde le processus de régénération et on fait plus de dégâts que la nature qu'elle peut faire toute seule. Ce qu'on a vu dans la ferme de Krishna que je connais bien, c'est vraiment une recréation de sol. Il y a peu de chances que sous nos climats, vous ayez à repartir d'un sol aussi dégradé, à part si vous partez d'un parking en fait. Vous pouvez aussi, il y en a qui régénèrent des friches industrielles. Et on voit bien en fait qu'il y a des quantités énormes de matière à importer et ça reste la limite de tout ce qu'on voit, que ce soit permaculture, biodynamie ou bio-intensive. En fait, le facteur limitant, c'est la quantité de matière que vous serez capable d'importer. Surtout au début. Sur le long terme, vous pouvez générer une partie de cette matière sur place, qui est une des clés finalement de l'autonomie. Mais c'est un facteur très important à garder en tête en fait. Oui, bonjour. J'ai 3 questions concernant la ferme. J'aurais voulu savoir si vous aviez des aides de la PAC, puisque l'agriculture conventionnelle est très dépendante de ces aides et du coup pas forcément très rentable non plus. Deuxième question, j'aurais voulu savoir quelle est la place de l'animal sur votre ferme, si vous utilisez le fumier, l'urine peut-être, l'attraction animale, tout ça. Et puis, est-ce que vous vous intéressez aux pratiques sur grande culture, sur les céréales, et puisque c'est des systèmes qui demandent beaucoup d'énergie, de pétrole, et on a peu de main-d'œuvre aujourd'hui. Donc, est-ce que vous avez des solutions, ou en tout cas des réflexions sur ce sujet-là?
concernant donc, les primes, donc, depuis cette année, on est passé en agriculture biologique. Donc là, il y a des primes qui sont rattachées à ça. Et il y a aussi beaucoup, et sur la ferme on n'a pas touché, mais vous pouvez avoir beaucoup de primes à l'installation si vous suivez des parcours qui vous sont proposés par la Chambre d'agriculture. Donc ça c'est un peu qui est tout double, ça peut vous faire aller très vite et vous faire aller très vite dans le mur aussi. Donc voilà, ça c'est à vous de réfléchir bien, vraiment très bien à votre projet. Pour ce qui est du rapport à l'animal, donc on a des poules qui nous permettent de sortir du fumier riche en azote. On a aussi des canards coureurs qui se baladent un peu partout. Et depuis cette année, enfin depuis cet été, on a intégré des moutons nains pour faire du pâturage tournant dynamique. L'idée étant de régénérer les sols avec le pâturage intensif et court de ruminants. Donc ça c'est ce qu'on est en train de tester. Le but étant d'essayer de se passer d'une partie des intrants en matière organique. Mais pour l'instant, la majeure partie vient de fumier qui vient de l'extérieur, d'une ferme voisine, qu'on récupère pour amender le sol avant les cultures. La traction animale, on n'a pas la place chez nous. Moi, c'est des choses que j'essaie de développer plus tard, mais ça demande de la place. Et en parlant de place, donc pour ce qui est des grandes cultures, ça c'est un peu le nerf de la guerre, parce que, comme on disait, finalement, on arrive à produire sur des petites surfaces des légumes qu'on vend cher à des gens qui ont de l'argent. Mais finalement, personne ne paye cher sa farine. Vous pouvez avoir de la farine bio, la variété ancienne, à 70 centimes le kilo. Alors qu'en fait, c'est des machines qui ont fait la plupart du travail. Donc finalement, arriver à produire ces céréales et ces légumineuses, qui est quand même la base de notre alimentation, on mange du pain, du riz, des pâtes, des haricots, des pois chiches. Ça, c'est le nerf de la guerre. Si on arrive à le produire sans machine, parce qu'à un moment, peut-être qu'il faudra le faire, ou avec des animaux, c'est sur ça qu'il faut réfléchir. Ça correspond à peu près à 70-75% de notre régime alimentaire. Le reste, les légumes et les fruits, c'est ce qui vient en complément pour nous amener les micro-minéraux. Mais le carbone et l'azote, les légumineuses et les céréales, ça c'est la base. Pour compléter les trucs que vient de dire Laurent, effectivement, la partie céréales, c'est un des points que peu de projets en permaculture sont capables à jour d'aujourd'hui de gérer bien. Il y a des expériences, beaucoup en Amérique par exemple, et c'est un des points que beaucoup de gens urbains surtout, qui sont plus déconnectés d'une réalité rurale et de la quantité de surface et d'énergie qu'il faut pour gérer un champ d'un hectare de blé. Donc, on a du mal à comprendre que l'autonomie alimentaire avec un jardin potager, c'est une utopie. C'est une utopie et on revient une fois de plus à ce changement de mode d'alimentation. Nous, par exemple, on bouffe beaucoup moins de céréales. Depuis, nous, on a 7000 m² pour vous faire l'idée. 7000 m², tout le monde se fait l'idée, on écarte 7000 m². Donc, dans ces 7000 m², il y a beaucoup de produits qui sont vraiment simplement pour l'autoconsommation. Mais on a changé notre mode de fonctionnement au niveau alimentaire. On fait beaucoup de maïs, par exemple, parce qu'il y a un rapport énergétique de la récolte et la transformation jusqu'à arriver à quelque chose de comestible par rapport aux céréales européennes est beaucoup plus positif. C'est aussi à cause de l'influence de notre formation agricole qu'on a eu au Mexique. On fait beaucoup d'haricots secs, on fait beaucoup de pommes de terre, on fait beaucoup de courges. Et avec tout ça, on peut avoir des bases alimentaires. Mais on n'est pas habitué normalement à manger ça dans notre société. Mais vous pouvez le faire. Ou vous pouvez vouloir continuer à fonctionner comme traditionnellement on a fonctionné à base de blé. Et du coup, donc, oui, effectivement, il y a cette histoire de surface et de quantité d'énergie qui doit être mise à niveau humain ou à niveau animal pour pouvoir substituer l'énergie du pétrole. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah si, par rapport à la PAC. Donc non, on n'a pas aucun aide de la PAC et en fait je vous recommande, si quelqu'un a un parcours d'installation, vous installez, essayez de... Déjà en petite surface c'est très compliqué, mais cette histoire que vient d'expliquer Laurent, des parcours d'installation et des choses comme ça, donc sont des aides qui sont dirigées pour continuer avec un modèle agricole, une certaine forme de comprendre l'agriculture qui s'est basée sur des exploitations agricoles et pas sur des fermes. Juste sur ce que vient de dire Joanne, pour être clair, l'exploitant agricole, c'est l'agriculteur qu'on a tous en tête avec le tracteur et les machines.
Et quand on dit ferme, c'est plus ce qu'on a vu dans d'autres pays où le niveau de vie est moins élevé, donc pas trop de machines, voire quasiment pas de machines. C'est ça la distinction qui pour nous est importante dans le terme de paysan agriculteur ou ferme exploitation agricole. Bonjour. J'avais une question plutôt sur l'amont de la permaculture, c'est-à-dire notamment vers Sarah, vous êtes en transition. Et je voulais savoir et avoir des pistes sur comment on passe de salarié chez Airbus à un an de congé sabbatique et ensuite quelles sont les pistes pour pouvoir avancer, parce qu'on a dans la société que l'on vit ici, on est quand même très lié à un rapport d'argent capitalistique, et quelles sont les pistes pour se dire qu'on peut quand même transitionner tout en subvenant à nos besoins pour aller vers ce genre de modèle. Merci. Oui, alors je peux essayer de partager mon vécu, ce sera juste mon expérience. Après, c'est vraiment à chacun de puiser au fond de lui ce qu'il a envie de faire, ce qu'il sait faire, qu'est-ce qu'il a envie d'observer. En ce qui nous concerne, avec mon compagnon, en fait, c'est les 2 années de congé sabbatique dont je parlais, ça nous a vraiment aidés parce que déjà, on avait du temps pour mettre en place de nouvelles habitudes, pour changer nos modes de vie. Aussi, on a vécu pendant 2 années avec un seul salaire, donc du coup, ça nous a montré que c'était possible. Donc c'était déjà un chemin pour nous. Comme on vient de le dire, ça s'accompagne vraiment d'un changement de vie, changement d'alimentation. On fait énormément d'économies quand on commence à voir qu'avant on gaspille dans beaucoup de choses aussi. Enfin, c'est vraiment tout un changement, mais c'est vrai que ça prend du temps. Nous, ça nous a vraiment aidé ces années de congé. Et moi, j'avais aussi besoin de faire beaucoup de formations pour me rassurer, tout en continuant d'expérimenter dans notre jardin et autour de nous, au café associatif. On a 2500 mètres carrés, c'est beaucoup pour une maison individuelle, et c'est pas beaucoup comme on discutait avant le film, si on commençait à s'intéresser aux arbres, aux jardins forêts, aux jardins comestibles, etc., aux forêts comestibles. Mais voilà, moi j'ai eu besoin beaucoup de me former pour prendre confiance aussi pour cette reconversion, pour me dire oui, j'y arrive. J'ai rencontré énormément de gens dans ces formations, ça m'a aussi donné de la force. De toutes ces belles rencontres, les échanges de savoir-faire, on apprend énormément, on est super content dès qu'on fait des choses soi-même. Là, je sors de 2 jours de vannerie sauvage, c'était juste exceptionnel. On a fait un panier en 2 jours, mais on a appris tous les végétaux qu'on peut trouver dans la nature pour refabriquer des objets, les nœuds, etc. Enfin, c'était très chouette, et voilà, et j'avance comme ça petit à petit. Mais je trouve que, voilà, après, c'est vraiment à chacun. Il y a des gens qui vont... Il faut voir qu'est-ce qu'on aime faire, et après creuser ça, et puis s'investir, faire beaucoup de bénévolat aussi, c'est chouette. On donne du temps et en échange, on reçoit beaucoup. Donc voilà, je sais pas, il n'y a pas de réponse unique. Moi, j'avais envie, les films m'avaient beaucoup aidé aussi à cheminer, donc c'est pour ça que malgré ma timidité, j'avais envie de venir partager aujourd'hui un peu cette petite expérience. Bonjour. D'abord, merci pour le film, et puis merci pour vos interventions et vos témoignages. Donc, moi, je suis née dans une ferme dans le Gers, que j'ai vite quittée à l'âge de 16 ans. Je suis venue sur Toulouse et j'ai plongé dans la société de consommation parce que c'était dur, en fait, hein, la vie à la ferme à mon époque. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti, en tout cas. Et aujourd'hui, j'ai 47 ans, j'ai un enfant et j'aimerais bien revenir sur cette terre. J'ai fait des formations, là je suis en année sabbatique justement, je pioche sur mes économies. J'ai fait beaucoup de rencontres, tout ça, j'ai plein d'idées, mais beaucoup trop en fait. Je n'arrive pas à faire le tri, à savoir vers où je peux aller. J'ai fait une mare, j'ai fait pas mal de choses, mais j'ai besoin d'aide pour le design, pour savoir quel chemin prendre. Et ça, j'arrive pas à trouver. Je me sens un peu seule en fait là-dedans, alors qu'il y a beaucoup de monde, on le voit dans la salle, qui ont envie de partir vers là. Mais on lutte entre encore rester un petit peu dans le milieu de la consommation. Mais voilà, mon fils joue à la Nintendo Switch là à côté de moi.
Et l'envie de partir vers là et de changer nos modes de vie, en fait, voilà, j'aspire en fait à arriver à ce que, là où vous êtes, mais c'est très très compliqué, c'est un peu long. Bon, je suis beaucoup plus en avance que certaines personnes et que de là où je suis partie, mais je suis très très encore en retard. Enfin, j'ai beaucoup de chemin à faire encore pour arriver à votre niveau. Donc c'est ça en fait. Est-ce que quand on a une petite ferme comme ça, on aurait la possibilité d'avoir du soutien, de l'aide, des bénévoles ou je sais pas, en fait, des idées, des gens qui puissent venir nous aider au-delà des formations, etc., que j'ai pu faire. J'ai rencontré plein de gens super intéressants, mais aujourd'hui, je suis seule, en fait. Voilà. T'es où dans le Gers? Saint-Martin. C'est pas mal chez nous, alors on a passé ce matin. Bon, oui, je comprends un peu la situation. Je me suis trouvé comme ça un peu, ça fait déjà 15 ans. En fait, c'est rentrer dans un milieu, rentrer dans une nouvelle façon de comprendre la communication, je dirais même les rapports humains. Quand tu commences à rentrer dans les milieux, il y a toute une série de portes qui s'ouvrent, mais il faut pouvoir rentrer. Et quelle est la meilleure porte d'entrée? Donc, j'imagine, cas par cas, situation par situation, parfois dépend de simplement une rencontre occasionnelle, comme ça, dans un marché, et aller à la fête chez quelqu'un, et là, tu rentres dans les milieux. Le plus simple, je te dirais, c'est rencontrer déjà des producteurs qui sont sur place, en fonction de qu'est-ce que tu veux faire ou quelles seront tes envies. Aller voir, visiter les producteurs, si c'est autour du maraîchage que tu es plus intéressé, donc aller voir les maraîchers, rentrer un peu dans les réseaux, c'est un microcosme, à la fin tout le monde se connaît. En 7 mouvements, tu as connu à tout le monde. Après, pour la partie formation et pour la partie doute à niveau de design et tout ça, donc il y a une offre assez grande de formations. Nous-mêmes, en publicité, on fait aussi des formations. Donc si tu veux chercher Canlao, la ferme Canlao, à Boulogne-sur-Gesse, là tu vas trouver... Et les formations aussi, c'est un bon lieu pour rencontrer des gens qui sont un peu dans ta situation et pouvoir partager toutes ces doutes, toutes ces inquiétudes, toutes ces difficultés autour de l'éducation dans les cadres de changement de vie, etc. etc. Si tu es plus branché maraîchage, à Lombez, il y a Christophe Honneux qui est en non-travail du sol et biodynamie aussi. Voilà, c'est le plus proche que je connais. Je pense que du coup, on est très déconnecté aujourd'hui de la nature et que, en fait, il faut se rendre compte que si on va, quand on s'engage dans ces voies-là, en général, c'est de la formation continue derrière. Parce qu'on découvre toujours de nouvelles choses. Moi, je suis ingénieur en informatique. Je suis en transition, ça fait quelques années. Mon chemin de transition, il va durer, je pense, jusqu'à la fin de ma vie. Et j'espère peut-être pouvoir l'année prochaine quitter mon travail et puis vraiment embrayer. Et ça fait déjà 2-3 ans même un peu plus que ça commence à mûrir. Et je suis vraiment au début, en fait. Effectivement, je suis tout petit, en fait, je redécouvre des savoirs. Et moi, aujourd'hui, c'est surtout un plaisir parce que j'ai envie de réapprendre, en fait, ramener de la résilience et ramener du savoir dans ce que je fais. C'est ça, c'est que ce soit faire de la vannerie, savoir faire son propre panier, savoir faire ses propres légumes, avoir mené son propre verger, donc avoir ses propres fruits, etc. Les plantes sauvages, comestibles aussi, tout ça, il y a un monde. Moi, je découvre, en fait. Je découvre, c'est tout un monde. Donc là, j'étais complètement déconnecté. Je viens de la ville, j'ai toujours été en ville. Et, voilà, personnellement, ça m'a ouvert. Effectivement, ça se fait dans la douleur, entre guillemets. C'est dans la douleur et la joie. Dans la douleur parce que ça amène des changements très importants dans notre mode de vie, c'est clair. Surtout qu'en plus, on a toujours cet afflux de gens qui continuent à consommer, ces publicités, etc. Donc, pour les jeunes, c'est le plus difficile. Mais je pense que c'est même pour eux où c'est le plus important aujourd'hui d'essayer de tenter chacun à son niveau. De toute façon, il n'y a pas de rythme. L'un des points, c'est surtout l'un des principes de permaculture, c'est petit à petit. Vraiment, c'est au fur et à mesure. Il ne faut pas essayer de faire trop grand tout de suite. C'est peut-être effectivement une petite mare, peut-être
un petit potager, après voir comment ça avance, etc. C'est au fur et à mesure. Il ne faut pas essayer de faire de grands chamboulements d'un coup. En général, c'est là où la chute est plus grande. Et oui, par rapport au point d'autonomie, par rapport aux céréales, c'était juste recherché. Il y a des gens qui travaillent vraiment sur, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut essayer de changer notre alimentation, quelle devrait être notre alimentation pour essayer d'avoir notre apport journalier de protéines. Clairement, ce n'est pas du tout le mode de consommation qu'on a aujourd'hui. Mais il y a des pistes, il y a des gens qui étudient ça. Donc il y a entre autres Claire et Gilda Zverret. Vous pouvez vous abonner, il y a un petit fascicule qui s'appelle Passerelle Éco. Donc il y en a un où il détaille vraiment toutes les études qu'ils ont fait. Elle a fait quoi? Elle est Sciences Po, c'est Sciences Po de Paris. Elle était dans un haut niveau, elle a complètement embrayé. Elle a vraiment des méthodologies derrière. Ils étudient ça pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait cultiver pour essayer d'avoir son propre apport de protéines. Globalement, c'est surtout des fruits à coque. On va changer, parce que c'est là qu'on va avoir beaucoup d'apport de protéines aussi, des fruits à coque, éventuellement des pommes de terre, etc. Mais effectivement, les légumes n'apportent qu'une partie de la partie protéines. Des calories, pardon. Voilà, c'est l'apport calorique, excusez-moi. L'apport calorique nécessaire journalier pour pouvoir survivre. On en est là, en cas d'effondrement. Comment est-ce qu'on peut essayer de s'alimenter et d'avoir cet apport de protéines? Voilà. Bonjour à tous déjà, et merci aux organisateurs de ce ciné-débat et aux intervenants qui viennent partager leur riche expérience. J'avais deux questions, une pour Sarah, que je ne vois plus, et une sur la notion exploitation et ferme. Déjà, première question, dans le prolongement de celle de monsieur de tout à l'heure, qu'est-ce qui t'a amené en fait à te dire je vais prendre une année pour moi après justement des années de travail classique, salarié classique? Du coup, je pense, en y réfléchissant, ce qui m'a amené à changer, c'est un peu comme l'informaticien qu'on voit dans le film, qui dit qu'il était complètement déconnecté dans son travail, qu'il ne trouvait pas forcément beaucoup de sens. Moi, c'est vrai que j'ai adoré mon travail d'avant de par les gens, parce que je me suis aperçue que c'était ça qui me motivait tous les jours à aller travailler. C'était que j'avais des collègues super, je rencontrais toujours plein de gens, on avait des chouettes discussions. Enfin, c'était vraiment l'aspect humain qui me motivait, mais pas tellement ce que je faisais. Et pourtant, je mettais beaucoup d'énergie dans ce que je faisais. Et je me suis dit, c'est dommage de mettre cette énergie-là pour produire des avions. J'étais plus trop en cohérence avec ça. Et du coup, je me suis dit, il faut que je la mette dans autre chose. Donc, ça m'a motivée. Et voilà, et du coup, comme je disais, c'est quand même un cheminement long et pas évident, mais c'est chouette. Après, on est vraiment content de l'avoir fait. Là, je ne sais pas encore exactement ce que sera demain, mais petit à petit, je construis une future activité, tout en réduisant et en changeant notre mode de vie. Je pense que ce sera forcément lié au jardin, où j'aime vraiment bien avoir les mains dans la terre. J'ai fait beaucoup de chasse chez des maraîchers, mais j'ai pas de terre et je sais pas encore. Donc, vu que j'aimais bien le design pendant mon congé sabbatique, j'ai fait beaucoup de plans de jardin, de design pour ma famille, mes amis. Du coup, pour l'instant, j'aime bien faire de la co-création de jardins comestibles avec des gens. Donc, c'est peut-être vers ça que je m'oriente et je sais pas encore tout exactement. Mais voilà. Bonjour, du coup, je fais rapide. Je suis étudiante à la fac au Mirail. Et avec d'autres étudiants, on avait pour idée, en fait, il y a plein d'espaces verts et de lancer une espèce de permaculture géante sur la fac. Du coup, je me demandais si vous pensiez que c'était possible, et si vous aviez des idées de formation ou des choses. On aimerait faire un projet, en fait, et avoir des financements pour le faire, pour pouvoir payer justement des formations pour que des personnes viennent sur la fac et nous aident par rapport à ça. Après, j'aimerais vous dire aussi, une des choses qu'on découle de voir les films, c'est que cette histoire de financement des besoins des estaments politiques ou administratifs pour que les gens d'en bas puissent arriver à faire des choses, c'est une chose aussi à changer. Il faut peu de choses pour démarrer un projet comme ça, si vous voulez changer les espaces verts. Il faut avoir les gens
quelques petits outils, de l'énergie, du temps et une bonne organisation. Ça, oui. Sur des dossiers de subventions, après, c'est un peu le lot de tous d'essayer d'aller dans les méandres des administrations. Donc après, il faut essayer de voir. Il y a le département, la région qui essaie de s'engager. Donc là, ce qui est dommage, c'est que vous avez loupé du coup la solution pour le climat. Il y a 2 millions de budget participatif. Il y a le département qui pousse, d'ailleurs, il y a une rencontre, je crois que c'est lundi prochain, le Labo des idées, il faut aller les voir. Il faut aller voir en fait les institutions, il faut monter un petit peu un projet, il faut un peu travailler avant, faire quelques idées. Après, de toute façon, un projet, ça va être amené à évoluer, hein, mais il faut commencer à vraiment essayer de mettre quelque chose un peu sur le papier pour essayer d'aller le vendre. On peut, envoie-nous éventuellement quelques mails, un mail à tous en transition, essayer de travailler de votre côté et on peut voir comment est-ce qu'on peut essayer de vous accompagner. Après, c'est aller à la pioche aux aides, mais comme il disait, du coup, c'est plutôt essayer de trouver quelqu'un qui a un minimum de connaissances, qui soit intéressé par votre sujet pour vous accompagner un petit peu. Il y a une liste Rise Up Permaculture, tu peux envoyer un lien Permaculture Toulouse. Tu peux envoyer une bouteille à la mer. On connaît quelques personnes qui sont là-dedans, qui seraient intéressées de vous accompagner. Après, il faut avoir un petit groupe en général, hein, 1 ou 2 personnes, ou 3 personnes, qui est assez motivé. Après, c'est du temps. Il faut essayer de commencer à faire quelque chose et puis contacter les gens et passer du temps. Et c'est comme ça qu'on avance. Je souhaitais savoir si vous, à Boulogne, vous fonctionnez à ANAMAP et si vous aviez un avis sur ce fonctionnement ANAMAP, justement. Non, donné notre contexte socio-économique, on ne peut pas fonctionner à la MAP. La MAP, c'est quelque chose qui fonctionne bien où il y a pas mal de gens, la ville, aux alentours. Nous, presque tout le monde, on complète nos clients, ont des potagers, ou son papy ou la tante a des potagers. Donc nous, on complète des choses hors saison ou en quantité qu'ils n'arrivent pas à produire. La logique des AMAP, c'est une très bonne option, c'est très rassurant et enlève beaucoup d'incertitudes pour les producteurs, mais demande ça un engagement déjà du groupe de clients qui veut organiser ça, qui crée des statuts, etc. et peut-être... Je n'ai pas directement d'expérience sur les AMAP, mais oui, a priori, si vous êtes proche de Toulouse, c'est probablement l'un des modes de commercialisation les plus pérennes et les plus sûrs. Moi, j'ai fait une formation sur le maraîchage, planification de maraîchage systémique. Effectivement, c'est dans une micro-ferme permacole, c'est des modes les plus sensés, parce qu'il y a aussi cette partie lien avec le groupe d'Amapien. Il faut peut-être commencer un peu petit si vous démarrez en fonction de votre production, etc. Pas partir sur trop de paniers, mais trouver des gens, peut-être même dans votre entourage, etc. et démarrer quelque chose avec eux. Je pense que c'est vraiment effectivement des modes de commercialisation qui sont pertinents pour les micro-fermes, quand il y a assez, effectivement, c'est quand le marché est assez important. Et je voulais savoir pourquoi, selon vous, en fait, des pays qui manquent de moyens, qui ne sont pas en autosuffisance alimentaire et qui ont en même temps, en fait, certains de ces savoirs ancestraux que vous avez présentés, pourquoi la permaculture n'a pas émergé là-bas, en fait? Je peux commencer. La plupart de ces pays ont été complètement dévastés par la colonisation. Donc déjà, ça explique beaucoup sur la perte des savoirs et la perte des repères. Et comme ils ont dit, par exemple, en Inde, on leur a amené une grosse quantité vers la révolution verte, donc beaucoup d'intrants. Et en fait, ça a complètement modifié leur manière de cultiver et ça a aussi beaucoup bouleversé les écosystèmes. Maintenant, avec la plupart de ces pays aussi, tout le monde a un smartphone en fait, où il y a un accès à Internet très facile. Donc on peut considérer que ces mouvements sont en train de se développer ou vont se développer, parce qu'il est très facile de regarder, de regarder des vidéos ou de télécharger des informations et de les mettre rapidement en pratique. Par exemple, nous on est en contact avec une association au Togo où justement il y a ces problématiques-là de produire plus, mais en fait ils ne savent pas du tout comment parce qu'ils démarrent un peu de zéro et il n'y a pas ce savoir qui leur a été transmis. Donc ça peut se faire. Et l'avantage de ces pays, c'est qu'ils sont souvent sur les tropiques. Ça va beaucoup plus vite que chez nous, donc on peut faire beaucoup de dégâts rapidement, mais on peut aussi améliorer le sol beaucoup plus rapidement et être beaucoup plus rentable rapidement. On entend parler beaucoup de collapsologie et donc ça fait flipper beaucoup de gens.
faut savoir que notre espèce a réussi à se répandre sur toute la planète grâce à l'agriculture en partie. Ça nous a permis de manger, de nous développer, de créer des civilisations. Ça a créé beaucoup de déserts. Mais voilà, il faut se rendre compte de ces deux réalités-là. C'est-à-dire que grâce à la production agricole, grâce aux animaux qu'il ne faut absolument pas oublier, on a réussi à prospérer. Maintenant, l'idée, c'est de ne pas recréer des déserts, de ne pas faire la planète un désert, mais d'utiliser tous ces savoirs pour régénérer la Terre. Et voilà, ça contrebalance un peu toutes ces histoires un peu d'apocalypse, où en fait, ça va être compliqué, mais on peut y arriver si vraiment il y a un investissement individuel et surtout collectif.